your own safety, please avoid these areas. Bienvenue dans Classe Edu+, salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Un Classe Edu+, placé sous le signe de la nouvelle génération, Ouais. donc on aura plein de critiques sur Xbox One et sur PS4. On aura également un 3 minutes passe plus consacré à un des jeux sortis sur les consoles de nouvelle génération. Ouais. Et donc voilà, logique, hein. On s'y est mis genre tardivement, mais voilà, on a eu le temps de jouer largement à tous ces jeux et de faire des critiques réellement complètes et donc de dépasser un petit peu ce premier stade de genre la claque éventuelle visuelle pour vraiment s'intéresser au gameplay et voir si les jeux sont intéressants. Ouais. Sont agréables à jouer et s'ils apportent des innovations réelles en termes de jouabilité. Ouais. Donc on va voir tout de suite un petit peu le contenu de ce Classe Edu+, qui sera le dernier de l'année, avec le sommaire. Et on commence ce dernier classé 18+ de l'année avec la critique de Rise Son of Rome sur Xbox One. Suivi de la critique de Killzone Shadowfall sur PS4. Ensuite, comme d'habitude, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, mais là on est sur de la next gen. Et on conclut avec la critique de Dead Rising 3, donc une avalanche de zombies sur Xbox One. Mais tout de suite, ce sont les news. Je l'ai grillé. Ah, j'ai pété le truc, direct. Les DLC n'en finissent plus de tomber pour alimenter l'open world foufou de Saints Row 4. Outre les patchs Element of Destruction et Zinnia Attack qui ajoutent de nouvelles armes et de nouveaux costumes, le titre Volition s'offre un pack un peu spécial nommé Hey Ash, Watch a Playing qui propose de jouer Ash, Anthony et Papa Birch. Ces personnages sont en fait incarnés par les frères et sœurs Ashley et Anthony Birch ainsi que Justin Ingelmo dans des vidéos YouTube très populaires mettant en scène de façon décalée et trashy les aventures d'une famille de gamers. Le trailer présentant le DLC de Saints Row 4 suit le même principe que ces vidéos. On peut donc voir la taciturne Ashley débarquer dans les studios Volition et faire un peu n'importe quoi, tandis que l'équipe de développement tente de la sortir de son ennui, pour au final créer un personnage à son effigie dans le jeu. Pour l'anecdote, Ashley prête sa voix au personnage de Tiny Tina dans Borderlands 2. 越王勾践卧薪尝胆，最后灭了吴国。 Du DLC toujours avec China Rising pour Battlefield 4. Disponible exclusivement pour les membres premium durant une période de 15 jours, ce premier des 5 DLC prévus pour le jeu sera accessible à tous à partir du 17 décembre. Ce qui n'est pas plus mal, cette extension étant visiblement plutôt instable. Elle comprend 4 nouvelles maps situées en Chine, 2 nouveaux véhicules dont une moto tout-terrain et un bombardier, des gadgets inédits, sans oublier le mode de jeu supériorité aérienne. Le tout est enrobé dans un contexte scénaristique où la Chine laisse tomber les usines textiles pour la confrontation armée. Dixit, le trailer du jeu. 瞧好吧。 Tiens, voilà une toute nouvelle bande-annonce pour le sympathique Killer is Dead. Et non, il ne s'agit pas ici de faire la promo d'un DLC ou d'une suite, mais bien d'une baisse de prix. Sorti en août dernier, le jeu Grasshopper peut désormais être acheté dans sa Fan Edition pour 45 € ou son édition limitée pour 40 €. On notera que l'édition pour les fans comprend la BO du jeu composée par Yamaoka Akira. Sachez également que le pack Smooth Operator, compris dans ses éditions spéciales, est téléchargeable à part depuis fin novembre pour environ 5 €. Il comprend une mission bonus, les fameuses lunettes gigolo permettant de voir à travers les vêtements, un uniforme de police bien évidemment sexy pour Mika et Vivienne, ainsi qu'une petite nouvelle, Betty, pour le mode gigolo. なるほど。奴が送り込んでくるだけのことはあるね。俺は気が短いんだ。死
の匂いがする。そろそろ決着を。泥棒、戦いの時間だ。依頼はキラーイズデッド。 Alors voilà pour ces news 18+, Thierry, donc qui prennent pas en compte, on le précise, ce qui s'est passé durant le VGX de ce week-end là. Ouais, parce qu'on termine le Classic Plus le vendredi en fait, Bah pas oui. réellement le dimanche. Oui, oui, parce que autrement on serait en galère et puis vous auriez pas d'émission. Donc après tout ça, on va parler de Rise Son of Rome, donc un jeu qui a été critiqué par Moguri. Il a passé pas mal de temps dessus, en fait il l'a tué même en entier. Et donc du coup voilà. il a pas tant de temps que ça puisque le jeu il est pas méga super long non, Non, plus. Mais... il est pas. Voilà, mais il l'a fait en entier Ouais. parce que voilà, c'est important de. Voilà, même si bon, il a pas passé que du quality time dessus, mais vous avez déjà eu des échos, j'imagine. Bon, il y a des gens qui voilà, qui accrochent. Il y en a d'autres un petit peu moins. Et puis, bah, il y a Moguri. Voilà. Voilà, on y est. Avec les arrivées un peu tardives mais quasiment simultanées de la PlayStation 4 et de la Xbox One, la collection console 2012-2020 est finalement complète. Et alors que Sony et Microsoft définissent leurs nouvelles tendances, leurs mannequins défilent déjà sur les podiums. Pour justifier l'attente, pour nourrir l'envie, ils se parent de leurs plus beaux atours et marchent avec l'air excessivement sérieux de ceux qui veulent nous faire croire que tout ça a de l'importance. Parmi eux, on note la présence remarquée d'un certain Rise Son of Rome, encore inconnu il y a à peine un an. Beau comme un légionnaire, le jeune modèle issu de l'écurie Crytek marche pour Microsoft avec l'assurance d'une future star. Mais que reste-t-il de cette assurance quand les défilés d'ouverture s'achèvent et que vient l'heure des apparitions télé et des couvertures de magazines de mode? Lève-toi, fils de Rome. La machine est bien huilée. Quand on l'interroge sur le plateau d'un talk-show quelconque, Rise ressasse systématiquement cette vague histoire de soldats romains. Il place un contexte simple et des mots-clés encore plus simples pour y situer une ambiance générique. Il est question de romantique donc, mais de vengeance aussi. Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. De montée des rangs dans la Légion, de légendes de Damoclès entièrement revisitées ou de corruption de l'Empire. On s'en moque complètement de tout ça. On sait bien qu'il ne s'agit que de prétextes, d'imagerie classique et un peu facile, destinée à donner une certaine couleur au défilé et qu'il faut bien continuer à faire vivre. Mais Rise déballe tout de même son discours bien rodé. Il le fait d'ailleurs avec un tel sérieux qu'on pourrait presque prendre de la simple conscience professionnelle pour une conviction profonde. Seulement, et malgré tous ses efforts, Rise ne brille déjà jamais autant que lorsqu'il se tait. C'est triste parce que derrière toute sa ferveur, on sent qu'il est tout à fait conscient. Alors il multiplie les poses tout en conservant constamment cette moue faussement détachée qu'il a en commun avec tous les mannequins. Tout est normal, tout est naturel. Ces phases de bataille sous le feu nourri des catapultes sont normales. C'est le gel dans les cheveux avec effet saut du lit, l'artificiel déguisé en banal. Ce jeu constant avec l'éclairage, qui alterne sans cesse entre scènes de jour ou de nuit, en intérieur ou en extérieur, est normal. C'est l'énorme projecteur télécommandé qui n'apparaît jamais à la caméra. Ce vent, cette pluie ou cette boue sont normales. C'est la chemise faussement froissée ou ce jean troué qui ne révèle la justesse de leur coupe que lorsqu'ils sont portés négligemment. Quant au rendu général, impeccable en toutes circonstances, sorti en 900p natif et quasiment dépourvu de toute trace d'aliasing, il est bien évidemment normal lui aussi. C'est le maquillage abondant mais discret à tout prix. La plastique de rêve qui s'efforce de nous faire croire qu'elle ne doit rien aux salles de sport. Tout est normal, tout est naturel. Quand on touche au domaine de l'apparence, Rise n'a de leçons à recevoir de personne. Il connaît ses points forts et sait les mettre en valeur sans jamais se dépareiller de sa gestuelle au rythme pleinement étudié, tranquillement en 30 fps quasi constant. Parce qu'il sait que dans son milieu, il est toujours préférable d'imposer son rythme plutôt que d'essayer de suivre celui des autres. Et il le fait tellement bien qu'on pourrait presque croire qu'il est né pour ça. Suivez-moi, soldats!
se sort donc admirablement bien de la plupart de ses apparitions télé, Rise finira toutefois forcément par atterrir dans la mauvaise émission. Dans ce programme un peu trop pointu, animé par cette personne un peu trop curieuse qui lui posera un peu trop de questions sur un peu trop de sujets différents. Loin de son domaine habituel complètement balisé, il appliquera alors les mesures d'urgence qui ne trompent personne. Il s'efforcera de cadrer son discours très serré pour ne pas risquer de s'égarer et affichera les 3 mêmes ennemis en boucle. Ce sont ces phrases chocs et affreusement banales. C'est arrêtons la guerre et autres pensons plus démunis à lui, qu'il case à chaque phrase, à chaque phase, qui irriteront tout le monde. Et quand on creusera un peu plus, quand on s'efforcera d'obtenir son point de vue à lui, alors seulement le rideau tombera complètement et la vacuité de son propos apparaîtra. C'est lui qui m'inquiète. Ces points de vue arrêtés et extrêmement basiques qui consistent à dire qu'un combo s'exécute nécessairement en martelant un unique bouton sans aucune espèce de timing, ou que ceux qu'il appelle les méchants n'ont qu'une poignée de schémas d'attaque différents. Esclave de ses propres réflexes, Rise essaiera encore de tout ramener à ses beaux yeux, en multipliant les QTE à chaque fois qu'un ennemi est abattu. Ces exécutions violentes, assez nombreuses et savamment mises en scène, sont les mimiques charmeuses désespérées qu'il lance à un public qui commence déjà à se lasser de son discours complètement vain. Dans l'espoir de s'attirer les faveurs de certains, le mannequin invoquera alors le libre arbitre et le droit à l'échec. En nous laissant choisir les récompenses récoltées en cas de QTE réussi, il pourra s'agir de vie, de points d'expérience, de bonus de dégâts ou bien de recharge de pouvoir, et en ne nous punissant absolument pas en cas de raté. Car comme il dira un peu trop souvent, chacun voit midi à sa porte et ne jugeons pas trop vite. Il le dira, mais sans trop savoir pourquoi. À ce stade, Rise sera déjà complètement dépassé par les événements et ce flot de questions imprévues. Il se braquera, s'enfermera lui-même dans des sortes de couloirs dont il ne laissera jamais la discussion sortir, même s'il faudra pour cela inventer des murs invisibles. Alors, même les questions auxquelles il aurait été tout à fait capable de répondre en se calmant un peu, lui apparaîtront comme des énigmes. Quand on lui demandera quelles sont ses perspectives d'évolution, il se contentera de vaguement évoquer des points d'expérience à échanger contre des augmentations de vie ou de pouvoir, ainsi que la possibilité de figer le temps une fois la jauge adéquate remplie. Bref, des banalités affligeantes qu'on a déjà entendues des centaines de fois. Et finalement, à peine commencé, ce talk show malheureux s'arrêtera déjà pour Rise. Les standards très limités de temps de parole à la télé, 4 ou 5 heures à peine en l'occurrence, étant ici presque salvateur pour ce mannequin qui n'a jamais rien eu à dire. Car il est bien au quotidien ce qu'il aurait été sur ce plateau d'émission. Preuve en sont ses sorties entre amis, lors desquelles il se contente de resservir ad libitum le vide qui lui sert de discours. Ces virées, certes distrayantes mais tout à fait vaines, qui se résument la plupart du temps à des sessions shopping prétexte à se refaire une garde-robe en claquant un maximum d'argent un peu n'importe comment. Toujours en coopération bien sûr, parce que Rise est bien trop simple et fatigué pour concevoir le conflit. La volonté de se battre l'a abandonné. Dans son roman Glamorama, Bret Easton Ellis présentait les mannequins de carrière comme des êtres tellement vides, vains et déconnectés de la réalité qu'ils étaient facilement manipulés par des organisations criminelles qui en faisaient des terroristes inconscients. Un peu plus récemment et beaucoup plus légèrement, un pitch tout à fait similaire a donné naissance au film Zoolander de Ben Stiller. Ce cliché du top modèle, aussi beau qu'il est bête, a la vie dure. Et d'une certaine manière, Rise ne fait que le renforcer. Car plus que d'un jeu, il s'agit bel et bien d'un mannequin. C'est un véritable massacre. Un produit pensé et payé pour être beau, et pour mettre en valeur un autre produit, d'une belle gueule dont on se fout complètement des considérations ou des qualités personnelles. En tant que tel, Rise ne représente strictement rien. Il n'existe que par et pour la Xbox One d'une part, dont il doit simplement justifier l'achat en jouant des polygones et des effets spéciaux inaccessibles à la 360. Et par et pour Crytek d'autre part, dont il doit attester du savoir-faire technique. Et s'il excelle son conteste dans son travail, il ne faut rien attendre d'autre de sa part. Il est là, il défile, il pose, il est magnifique, mais il n'a strictement rien à dire dès que l'on quitte le domaine de l'apparence. On prendra évidemment plaisir à le regarder, mais il suffira de lui poser la moindre question et de le voir remuer des pectoraux en guise de réponse pour comprendre qu'on est en train de perdre notre temps. Fort heureusement, Rise ne sera jamais aux jeux vidéo ce que Victor Ward de Glamorama ou Derek Zoolander sont à la mode. Il n'est pas assez important pour devenir gênant, et à plus forte raison terroriste. Non, il sera simplement très vite oublié, comme tous ces mannequins qui ne survivent pas à celles et ceux qui les habillent. Un de moins.
Donc après cette critique de Rise, on va maintenant passer à la console concurrente, la PS4, qui elle aussi avec sa grosse exclue. Sa grosse exclue, c'est Killzone Shadowfall, donc toujours réalisé par Guerrilla Games. Et donc clairement, c'est un jeu qui était présenté sur toutes les conférences Sony, qui a été présenté à l'E3. Donc on a vu que visuellement ça tenait bien la route, mais déjà à l'époque, il y avait tous ces petits détails qui faisaient que c'était visuellement next-gen, mais quand on regardait de près, c'était plus vraiment next-gen. Donc ensuite, au-delà de ça, on va parler évidemment de la réalisation technique, mais on va également s'intéresser au gameplay, parce que pour le coup, les développeurs ont pris de vrais risques et cassent un petit peu ce concept de couloir arène qui est omniprésent dans les séries Battlefield et Call of Duty par exemple. Et donc il y a des petites surprises dans le jeu. Alors ça tout de suite avec la critique. Si la série Killzone a toujours été exclusive aux consoles Sony, et ce depuis la PlayStation 2 et le premier volet sorti fin 2004, elle n'avait encore jamais intégré un catalogue de lancement. C'est désormais chose faite avec Killzone Shadowfall, qui constitue le blockbuster exclusif de la PlayStation 4. Le jeu donc, auquel incombe la lourde tâche d'en mettre plein les yeux aux early adopters de la console Sony. Mais aussi un FPS censé jouer des coudes façon Muay Thai, tel un Tonija ludique, pour s'imposer dans un ring dominé par les poids lourds multiplateformes que sont Call of Duty Ghost et Battlefield 4. Killzone Shadowfall est ainsi au centre d'attentes multiples et d'espoirs un peu fous auxquels un jeu de lancement n'est que rarement à même de répondre. Même si pour le coup, Guerrilla Games a eu le temps de travailler son jeu, la sortie de Killzone 3 remontant à février 2011. Pour débuter cette partie consacrée à l'histoire du jeu, nous allons faire un bref topo sur le contexte de la série. Après que la Terre ait été ravagée par une guerre nucléaire, de nombreux humains ont dû déménager dans le système Alpha Centauri. 2 planètes ont ainsi été colonisées, la magnifique Vecta et la désertique Elgan. Évidemment, 2 factions se déchirèrent pour le contrôle de Vecta, qui fut finalement obtenu par l'UCN, et LISA, qui n'est autre que l'Alliance stratégique planétaire chargée de défendre les intérêts de l'UCN. Les membres de la corporation Elgan, eux, sont contraints de s'approprier Elgan, planète à laquelle ils ont donné leur nom après avoir débuté l'exploitation de ses ressources naturelles. L'atmosphère de cette planète étant pour le moins toxique, les Elghast ont évolué, changé, pour finalement ne plus avoir grand-chose d'humain. Après de multiples guerres, la plupart se déroulant sur la planète Elgan, celle-ci fut définitivement ruinée à la fin de Killzone 3. Suite à cet événement, le gouvernement Vectan se découvre une conscience et accepte de recueillir les survivants sur Vecta. La moitié de la planète appartient désormais aux Elghast, un gigantesque mur étant construit pour bien séparer les 2 peuples qui se haïssent. L'histoire de Killzone Shadowfall se déroule ainsi sur fond de guerre froide, 30 ans après la fin de Killzone 3. Mais le tout début du jeu est situé seulement 10 ans après et présente un père et son fils forcés de quitter leur maison située du mauvais côté du mur. On peut pas tout emporter, uniquement le nécessaire. Écoute, je sais que c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons aller au mur. Nous serons en sécurité de l'autre côté. Le joueur incarne le jeune fils, Lucas Kellan, qui assistera impuissant au meurtre de son père. Ici, c'est aussi chez nous! Non! Avant d'être sauvé, recueilli et élevé par le Shadow Marshal Thomas Sinclair, qui ne porte pas les Elghast dans son cœur, mais plutôt au bout de son couteau. Sevchenko et Rico Velasquez laissent ainsi leur place à un nouveau héros. Après avoir gravi les échelons de LISA, Lucas devient lui aussi Shadow Marshal pour intégrer l'élite des forces spéciales de l'Alliance stratégique planétaire, qui ne partage pas forcément le même optimisme que le gouvernement Vectan quant à l'intégration des Elghast. Nous allons devoir attaquer les Elghast. Pour cela, il faut franchir le mur. Quoi qu'il fasse, cette zone restera Vecta. Voilà, en gros, le conflit qui sous-tend les intrigues des différents Killzone. Le dernier en date propose moins de cinématiques que Killzone 3, la plupart des séquences de transition s'appuyant également sur une mise en scène moins travaillée. Conduisez-la dans les cellules. Comme dans un Far Cry 3, on assistera la plupart du temps à de longs monologues de PNJ présentés en vue subjective. Ce qui n'aurait pas été dramatique si l'acting et les dialogues avaient été au niveau du jeu Ubi, mais ce n'est pas le cas. La mise en scène est maladroite, étonnamment mollassonne, et regorge d'étranges petits temps morts, contribuant à briser l'immersion du joueur. Nous le franchirons et nous prendrons le reste de ta ville. Essaye. Ça ne sera pas aussi facile cette fois. On suit donc l'intrigue avec un certain désintérêt, malgré les efforts des développeurs pour nuancer leurs propos, moins manichéens que dans les volets précédents. Vecta se fiera à lui. Pourquoi penses-tu pouvoir me faire confiance? Ce n'est pas le cas. Mais je sais que tu ne veux pas que ton peuple meure, j'ai confiance en ça. Premier changement par rapport à Killzone 3, la campagne est désormais 100% solo et ne peut plus être appréciée en coop local.
Guerrilla Games prévoit cependant de sortir un DLC payant accessible dans le cadre du Season Pass qui permettra de jouer en coop online à 4 dans un simili mode Horde. Si le gameplay reste fondamentalement le même, avec des armes à manier, divers gadgets et la possibilité d'exécuter des ennemis au corps à corps, on notera que ces éliminations sont moins gore que dans Killzone 3. En revanche, comme dans Far Cry 3, on pourra enchaîner une exécution avec un lancer de couteau afin d'éliminer un second garde Helghast dans la foulée. Killzone Shadowfall intègre en effet une dimension infiltration plus forte. Plus globalement, le jeu s'avère moins tourné vers l'action que le volet précédent. Le joueur dispose ainsi de plusieurs gadgets tactiques, comme un scan que l'on peut activer à l'aide de la croix directionnelle. Ce dernier permet d'afficher les silhouettes ennemies à travers les murs, mais doit être utilisé avec finesse. Si on maintient le scan trop longtemps, il couvrira une distance plus importante, mais finira par déclencher des parasites qui attireront l'attention des gardes. La croix directionnelle permet aussi d'afficher à l'écran les objectifs en cours, de modifier la configuration de son arme, si celle-ci le permet, et d'utiliser un pack d'adrénaline qui ralentira le temps quelques secondes tout en soignant le joueur. Et la plus grosse nouveauté de ce Killzone Shadowfall reste le drone qui nous accompagnera 80% du temps. Il répond à l'appellation de Howl, le nom anglais du hibou, et se contrôle à l'aide du tout nouveau pavé tactile de la manette DualShock 4. Ce drone s'avère vite indispensable et marrant à utiliser. En glissant son doigt sur le pavé tactile, on peut le configurer en mode attaque, tyrolienne, bouclier ou étourdissement. Une fois le mode sélectionné, il suffit d'appuyer sur la gâchette L1 pour lui donner l'ordre correspondant ou le rapatrier. Mais le drone est également utile pour d'autres choses. Il sert d'éclaireur et de torche improvisée, de hacker portatif, et peut même ressusciter le joueur s'il transporte avec lui un pack d'adrénaline. La vie du joueur se régénère toujours de façon automatique en s'abritant quelques secondes, les abris justement permettant de shooter à couvert. Mais là où Killzone Shadowfall surprend réellement, c'est dans l'agencement de ses niveaux. Plus larges, plus ouverts, ils permettent de varier ses approches pour privilégier l'infiltration par exemple. Le jeu n'enchaîne donc plus les couloirs pour au contraire multiplier les chemins possibles, d'où un côté exploration plus important. Il est même possible de se perdre dans Shadowfall. Malheureusement, si exploration il y a, ces grands niveaux s'avèrent assez vides malgré la présence des habituels enregistrements audio, dossiers et autres pages de comics à collecter. On appréciera en revanche le fait qu'il soit possible de réaliser certaines missions dans l'ordre que l'on souhaite, voire de réaliser des objectifs facultatifs. Le rythme du jeu n'est plus celui proposé par Killzone 3 et se distingue clairement des FPS concurrents. Un bon point donc, le joueur ayant moins l'impression d'être mené par le bout du nez, ou autrement dit, un déclencheur de script manipulé par les level designers. Le côté plus ouvert des niveaux a également permis aux développeurs de varier le gameplay avec un peu de plateforme, des séquences en apesanteur, la possibilité de contrôler des robots araignées, ou de donner des ordres à un PNJ. Tire. Il est neutralisé. Killzone Shadowfall est bien entendu jouable en multijoueur jusqu'à 24. On est désormais limité à 3 classes, contre 5 dans Killzone 3, Sniper, Support ou Nettoyeur. Toutes les armes, une vingtaine en tout, sont accessibles dès le départ et le système de progression n'est plus basé sur les points d'expérience. Les développeurs ont en effet considéré que le principe des XP récompensait le temps de jeu et non votre skill de joueur. Du coup, ils ont privilégié un système de défis à relever, plus de 1500 en tout, répartis dans les 3 classes. On gagnera ainsi en grade pour finalement débloquer des compétences bonus et la possibilité de modifier ses armes. Les fameuses zones de guerre font leur grand retour et permettent de varier les objectifs tout en s'offrant au bidouillage des joueurs qui peuvent configurer le jeu en profondeur pour ensuite mettre leur Warzone personnel à la disposition de la communauté. Seulement une dizaine de maps sont accessibles pour le moment, mais elles sont belles, variées et très grandes, ce qui peut s'avérer être un défaut dans les sessions de jeu un peu vides. Ceci dit, il est possible de choisir son point de respawn, histoire de ne pas avoir à retraverser toute la map pour accéder au point chaud. Le multi de Killzone Shadowfall se passe malheureusement de tout véhicule, pas d'exosquelette donc, ni de jetpack à manipuler. On sent que ce mode est encore un work in progress, susceptible d'être enrichi et amélioré au fil du temps. On espère simplement que ces upgrades ne seront pas tous payants. En termes de gameplay, la campagne solo du jeu offre une alternative agréable à ses deux concurrents directs, plus dirigistes, ainsi qu'une bonne durée de vie avoisinant les 10 heures de jeu. Mais elle n'est pas totalement maîtrisée. Son histoire peine à accrocher et ses environnements manquent de contenu et de vie. On regrettera également une IA pas toujours convaincante et quelques longueurs. À force de se vouloir contemplatif, le jeu s'avère mollasson par moments. Mais la toute nouvelle liberté offerte au joueur et la présence du drone sont là pour compenser. Techniquement, le jeu est très convaincant, même s'il faudra se contenter d'un framerate à 30 images par seconde durant la campagne solo, au profit d'effets de lumière assez impressionnants, d'une résolution à 1080p et d'environnements que l'on pourrait croire sortis de films tels que Blade Runner ou Sunshine. Ceci dit, l'animation reste fluide, sans les saccades constatées sur un hack par exemple. Les musiques très électro, composées par Tyler Bates, fonctionnent aussi à merveille. Le multi, enfin, bénéficie d'un framerate à 60 images par seconde sans que les graphismes en souffrent de trop, les maps étant magnifiques et riches en possibilités. Un multi solide, ouvert à la communauté de fans, quoique inférieur à celui d'un Battlefield 4 par exemple.
Killzone Shadowfall, au final, est un bon FPS, un titre de lancement tout à fait satisfaisant, qui fait honneur à la PS4 sans pour autant s'imposer comme une référence instantanée. Alors en fin d'année, là, on a eu 3 FPS, donc une exclue Killzone qui est sortie sur PS4 et Battlefield 4 et également Call of Duty Ghost qui ont également été adaptés sur Xbox One et PS4. Et donc là, il est le temps peut-être de faire un petit point sur les graphismes des jeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je vais simplement vous donner un petit peu mon ressenti puisque j'ai essayé les 3. Et donc c'est marrant de voir un petit peu les décisions qu'ont pris les développeurs. Et donc pour Killzone, le focus a été mis sur les lumières, par exemple, avec lorsqu'on rentre dans un niveau, c'est vraiment un festival. Et, mais les niveaux sont également très bien conçus en termes d'architecture, c'est gigantesque, tu as des vistas qui sont absolument hallucinantes en fond, etc. Donc on apprécie vraiment tout le travail qui a été fait sur l'atmosphère du jeu, mais quelque part, on perd une petite notion d'humanité. On n'imagine pas que des gens vivent dans ces villes-là, parce que c'est pas possible. Ensuite, quand tu arrives et que tu as des lumières dans tous les sens, etc., tu te dis genre, mais les gens, ils sont complètement aveuglés sans arrêt, etc. Donc c'est pas possible. Et donc du coup, c'est joli, mais c'est un peu irréel quelque part. Alors que Battlefield 4, lui, est vraiment ancré dans la réalité, avec justement un photoréalisme militaire, avec surtout des environnements destructibles dans tous les sens. Donc au final, visuellement, j'ai été plus épaté par Battlefield 4, le travail sur Killzone étant fait sur un degré un petit peu différent. Ensuite, j'ai été extrêmement surpris, en découvrant Call of Duty Ghost sur PS4 et Xbox One, de voir qu'au final, c'était le moins joli de tous. Donc c'est vraiment un upgrade très léger visuel par rapport aux versions PS3 et 360, mais vraiment pas beaucoup plus. On a encore ces fameuses textures genre 2D, avec des tentures, etc. Tu regardes la tenture, en fait, c'est juste un aplat de texture, alors que dans Battlefield, c'est quand même un peu mieux foutu. T'as des petites ondulations, enfin, t'as l'impression que c'est vraiment un tissu, du textile. Et donc, du coup, il y a un cap qui n'a pas été franchi avec Call of Duty, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, juste pour précision, donc pour rester sur Call of Duty, moi j'ai pu voir les versions PS4 et Xbox One, et tu remarques quand même que le chien est un petit peu plus obéissant sur Xbox One. C'est vrai. Voilà. C'est grâce au Kinect peut-être. J'imagine. Voilà. Ça paraissait logique. Et ensuite, très brièvement, sur le framerate des jeux, il faut savoir que Battlefield 4 et Call of Duty tournent en 60 images par seconde sur les consoles next-gen. Et Killzone, lui, par contre, tourne en 30 images par seconde en solo. Donc ils ont vraiment mis, par contre, le jeu est en 1080p, donc ils ont tout mis sur les graphismes, le côté hyper impressionnant, mais bonne initiative, le multi, lui, est en 60 images par seconde. Donc c'est un peu moins beau, mais au moins c'est ultra fluide et ultra réactif, ce qui est absolument nécessaire pour le multijoueur. Donc voilà, un peu, et vous avez un petit peu les images derrière qui vous montrent un petit peu tout ça. Donc c'est un petit peu notre feedback sur les graphismes. C'est bien, simplement le truc, Thierry, c'est que là, on parle de guerre depuis le début, toi. C'est la bagarre, c'est la guerre, c'est le sang, c'est les schloss, c'est les... Je sens une belle transition venir. Bah je sais une pas. Une belle transition vers la meilleure émission de Classé 18+. Écoute, vas-y, propose. La meilleure rubrique, on va dire. Ouais. Est-ce que tu voudrais pas lancer 3 minutes pas plus pour aller dans le jeu 3+? Pourquoi pas, tu vois, j'y avais pas pensé. Écoute, je vous propose de regarder tout de suite le 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Ah, c'est vrai que ça fait du sens. Zoo Tycoon sur Xbox One est clairement l'improbable exclu disponible au lancement de la console Microsoft. Et comme pour la sortie du Kinect sur Xbox 360, c'est Frontier Development qui s'est chargé de créer ce jeu familial. Zoo Tycoon est en effet purement et simplement un mix des 2 derniers titres 360 du studio créé par David Braben, soit Kinect Immolls et Kinect Disneyland Adventures. Frontier a ainsi adapté la série de jeux de gestion de Zoo PC sur Xbox One pour lui conférer un côté plus interactif, exploitant bien évidemment le Kinect 2.0. On pourra ainsi se déplacer librement dans son zoo, en vue à la 3e personne, et même piloter une voiturette à toute berzingue à travers ses étroites allées. Impossible d'écraser les visiteurs, on a essayé, ces derniers se déplaçant comme par magie sur les côtés. En s'approchant des enclos, il est possible d'interagir avec les animaux pour nourrir un éléphant,
ou faire des grimaces à un adorable petit chimpanzé. Là, le joueur pourra se la jouer all-in pour littéralement faire le singe devant sa télé, ou alors utiliser la manette Xbox One. Tout dépend de votre âge en fait. Et en fonction de votre âge également, il sera possible à n'importe quel moment de prendre son envol pour adopter la vue créateur. Les interactions façon Kinectimals laissent alors la place à un jeu de gestion plutôt agréable. On agrandit son zoo, on crée des enclos, petits et grands, on achète des animaux, on s'assure de leur bien-être en choisissant l'écosystème et les équipements adaptés, puis on veille au bon rendement financier de l'établissement, qui passe par la satisfaction des visiteurs, en créant des kiosques à popcorn, à soda ou à burger, des toilettes aussi, comme dans un theme park par exemple. Avec des tutos nombreux et très complets, on fera le tour du globe pour apprendre à maîtriser une interface manquant parfois d'ergonomie avant de lancer l'un des modes de jeu de Zoo Tycoon, comme un mode carrière, libre ou focalisé sur les défis. Il sera même possible, une fois satisfait de son travail en tant qu'administrateur de zoo, de partager sa création sur le cloud, voire de gérer son petit business avec 3 amis en coop online. Techniquement, le jeu oscille entre le passable et le très bon. Après une interminable installation du jeu, il faudra encore supporter de longs temps de chargement, mais les animaux impressionnent lorsqu'on s'approche d'eux. Le réalisme de leurs animations, de leur pelage, le fait qu'ils nous reconnaissent au bout d'un certain temps, on sent que l'expérience Kinectimals fut profitable à l'équipe de développement. Il faut bien admettre que regarder un rhinocéros plus vrai que nature en train de se dandiner alors qu'on l'asperge au jet d'eau est assez impressionnant. On a presque l'impression de le voir sourire, le rhino. Mais dès que l'on s'éloigne des animaux pour passer en mode piéton et évoluer à pied dans son zoo, tout de suite la magie disparaît, comme si l'on prenait du recul pour soudainement prendre conscience des cages et des décors délavés en plastique propres à ce type d'endroit. Zoo Tycoon n'est sans doute pas l'exclu que l'on attendait, mais malgré ses limites, il s'avère être, au final, un bon jeu de gestion grand public. Un titre qui mérite au minimum que l'on télécharge sa démo, que ce soit sur Xbox One ou sur 360, le jeu étant disponible sur les 2 consoles Microsoft. Bon, après ce 3 minutes pas plus, on va maintenant changer complètement de domaine. Ah ouais, pour le coup, ouais. On va atterrir dans une ville qui est blindée de zombies, mais genre vous avez jamais vu autant de zombies à l'écran affichés. Pour le coup, ouais. Et autant de zombies massacrés à la seconde. Parce que je pense clairement qu'en termes de kill counter, comment on dit ça, J'aurais dit la même chose que toi. Il y a un mot pour ça. Compteur. Body count. En termes de body count, merci. Mais parce que c'est un terme qui vient du cinéma. Très très haut, c'est pour ça. C'est pour ça on a des spécialistes derrière la caméra. Money shoot. Voilà. C'est pour ça, il le sait. Body count. Body count. Eh ben, en termes de body count, effectivement, Dead Rising 3 se place bien haut parce que c'est violent et parce qu'ils sont super inventifs. Hein. Quant à la manière d'exterminer tout ça, c'est bien. C'est bien. J'aime. En tout cas, ça j'aime bien. Est-ce que ta critique répond à une question, c'est-à-dire est-ce que Dead Rising 3 est finalement meilleur que Rise? Est-ce que c'est la meilleure exclue 18+ de la Xbox One? C'est Dead Rising 3. Alors c'est compliqué parce que t'aurais mis des centurions qui se battent contre des zombies. Ouais. Là, j'aurais eu des éléments de comparaison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, du coup, j'en ai pas. D'un côté, tu te bats contre des sauvages, des barbares, des bretons. Je comprends. Et d'un autre côté, tu te bats contre des zombies à l'Ospelunus. Donc, c'est pas du tout le même délire. Mais écoute, en tout cas, j'essaie de répondre à un maximum de questions dans ma critique. Et vous allez voir ça tout de suite. Dead Rising 3. Quoi que ce soit, ça vit encore. Compte tenu des ambitions affichées dès le premier épisode de Dead Rising, à savoir une quantité massive d'armes pour trucider un nombre encore plus massif de zombies, le tout dans un monde vaste, on comprend que cette série va très clairement bénéficier du passage à la nouvelle génération de consoles. Aussi, les Dead Rising ont toujours eu ce traitement complètement particulier d'une zombie outbreak. Un traitement qui donne à la fois dans le sombre, la tension et le gore, mais aussi dans la légèreté, le décalé, l'absurde, voire même le ridicule. Avec Dead Rising 3, on retrouve à peu de choses près la même recette, évidemment boostée par les capacités de la Xbox One. Dans cette configuration, on est amené à se poser 2 questions à 10 000 $. On cherchera tout d'abord à savoir si Capcom Vancouver a profité de son recul sur la série et de cette arrivée sur la console next-gen pour effacer les défauts des 2 premiers épisodes. On tentera ensuite de déterminer si ce Dead Rising 3 justifie à lui seul l'achat d'une Xbox One. Alors oui, effectivement, je confirme qu'on est bel et bien sur de la question de bâtard.
Avec des events comme ceux du centre commercial de Willamette ou encore des casinos de Fortune City, cela fait maintenant quelques années que la population mondiale est habituée aux catastrophes de type zombie outbreak. D'ailleurs, les grands groupes pharmaceutiques ont même fini par développer un antidote en cas de morsure, le Zombrex. Aujourd'hui, c'est au tour de la ville de Los Perdidos, un style de Los Angeles, d'être mise en quarantaine pour cause d'infection. Comme souvent dans ce style de scénario, l'armée s'apprête à tout atomiser à coups de missiles d'ici quelques jours. Cela laisse tout juste le temps à Nick Ramos et sa bande de rafistoler cet avion, seul moyen de transport susceptible de les sortir de là avant la deadline. Nick est un jeune mécano plutôt doué pour la confection d'items et le bricolage, qui possède également une particularité décisive dans ce genre de situation. Il est immunisé. Une feature physiologique qui nous est montrée tôt, mais expliquée tard dans le jeu, et qui en attendant lui permet de prendre tout un tas de risques pour aider les survivants et se sortir lui-même de cette merde. Dans son aventure, il tombera sur une galerie de personnages plutôt variés, allant de la grande flippette qu'il faudra sauver, au psychopathe complètement niqué de la tête qu'il faudra éliminer. Le jeu garde en effet cet esprit totalement fucked up, où une situation comme une zombie outbreak génère des profils absolument hallucinants. Le tout est évidemment amplifié par ses nombreux costumes et items originaux, qui engendrent du coup des cutscenes définitivement mémorables. Hey, what's wrong, sugar? Dead Rising 3 ne s'amuse pas à changer les bases sur lesquelles la série s'est construite. On retrouve donc les mêmes principes, mais en plus ambitieux. Il est toujours question de se balader librement dans une zone plutôt vaste et d'y rudoyer des hordes de zombies avec ce que l'on trouve par terre. Les zombies sont ici beaucoup plus nombreux et il est agréable de constater qu'on croise rarement la même skin. Ils envahissent les rues et les magasins, tombent des toits, sortent des conduits d'aération et tiennent parfaitement ce rôle qui consiste à dire qu'isolés, ils ne présentent pas vraiment de danger, mais en nombre ils sont redoutables. Aussi, comme dans les précédents épisodes, ils sont un peu plus à fleur de peau la nuit tombée. Enfin, ils restent sensibles à la lumière et au son, et peuvent d'ailleurs être attirés lorsque vous vous adressez à Kinect. Tout comme le pistolet de détresse d'ailleurs, pour les rassembler à un endroit précis et faire tout péter à l'aide d'une quelconque bonbonne. Outre la multitude de costumes et de vêtements visant à donner une dimension rigolote au déchiquetage de zombies, Dead Rising 3 propose tout un tas d'armes, dont certaines pouvant être combinées pour rendre encore plus viable le projet dans lequel vous vous êtes inscrit. Il n'est désormais plus nécessaire de trouver un atelier pour bricoler, et les armes custom peuvent se créer à n'importe quel moment, à condition bien sûr de posséder les plans. La nouveauté se situe au niveau des véhicules. Grâce à ses compétences de mécano, Nick peut en effet combiner deux engins ensemble afin d'obtenir quelque chose de mieux adapté à une zombie outbreak. Pour avoir accès à toutes ces joyeusetés, vous devez donc posséder les plans, mais aussi gagner quelques niveaux afin de distribuer ses points de compétences dans les domaines qui vont bien. Concrètement, en trucidant du zombie ou en remplissant des missions, vous gagnez des PP, des points de prestige. À terme, ces derniers occasionnent un level up et vous permettent ainsi de choisir d'avoir plus de vie par exemple, ou une place de plus dans votre inventaire, ou bien d'avoir justement accès à de nouvelles combinaisons de véhicules ou d'objets. A noter que les PP se gagnent plus facilement si vous êtes équipé d'une arme custom. Aussi, au bout d'un certain nombre de zombies tués d'affilée, votre personnage peut placer un finish move qui varie en fonction de l'arme utilisée. Toutes n'en possèdent pas forcément un, mais il est assez intéressant de tenter des choses. Pour ce Dead Rising, la gestion des PNJ a été revue. Comme nous l'avait dit Josh Bridge lors de son interview dans un précédent classé 18+, il n'est plus question de faire du babysitting. Ici, plusieurs configurations s'offrent à vous. Parfois, vous êtes amené à sauver des survivants en vous débarrassant des zombies qui les entourent, auquel cas vous repartez avec un merci et quelques PP. D'autres PNJ vous demanderont de remplir des quêtes de type « Aller chercher tel item à tel endroit ». Une fois le service rendu, le PNJ se bat à vos côtés, peut être équipé de n'importe quelle arme de base que vous lui filez et possède ses propres forces et faiblesses. Vous pouvez ainsi faire appel à lui à chaque fois que vous vous trouvez dans un abri. Les abris justement disposent de casiers dans lesquels vous pouvez retrouver tous les vêtements que vous avez portés, mais aussi et surtout toutes les armes que vous avez utilisées au moins une fois. Une feature qui ne vous oblige donc plus à aller à un endroit précis pour vous confectionner ce sabre laser que vous aimez tant par exemple. La partie multijoueur de ce Dead Rising fait également partie des points qui ont très clairement été améliorés. Pour le coup, on est sur du drop-in drop-out et l'absence de temps de chargement lorsque l'on évolue dans Los Perdidos facilite l'ensemble. Ouais, super caisse. Des véhicules ont même été pensés pour se faire plaisir en coop. Reste à évoquer la gestion du temps dans ce Dead Rising. Les précédents épisodes misaient sur un timing ric-rac pour pressuriser le joueur et l'inciter à recommencer le jeu plusieurs fois afin de ne serait-ce que remplir une partie des quêtes annexes. Si le Nightmare Mode reste sur ses bases, avec 3 jours pour tout faire et un timing serré pour aider les survivants, le mode story, lui, est beaucoup plus permissif. En revanche, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, il est toujours question de temps qui défile, à l'image de ces indicateurs de temps propres aux quêtes annexes et visibles en bas à gauche de l'écran.
Et si d'aventure vous n'avez pas achevé les missions principales au bout des 6 jours, vous aurez la fin que vous méritez. Mais il est vrai que le fait de pouvoir sauvegarder n'importe où en mode normal et de recommencer au début de n'importe quel chapitre en conservant les attributs de son personnage contribue à atténuer cette frustration du temps qui passe. Un point qui, sur les 2 premiers épisodes, avait vraiment divisé les joueurs. Ah, c'est pas juste. J'ai fini la première. Ah. Dead Rising 3 fait plus que son job, en proposant une expérience certes connue, mais nettement améliorée et surtout beaucoup plus massive en termes de contenu. On apprécie que l'équipe de Vancouver ait conservé cet esprit décalé et permette aux joueurs de se faire plaisir à coups d'armes originales et de costumes rigolos. Car c'est essentiellement ça Dead Rising 3, du free roam dans lequel on expérimente beaucoup de choses afin d'en tirer des scènes mémorables à raconter à son entourage. Du coup, l'histoire et les quelques missions annexes sont complètement secondaires. D'un point de vue technique, même si le jeu souffre de quelques bugs et autres baisses de framerate, on traîne très clairement dans de la next-gen. Le nombre de zombies à l'écran est très nettement supérieur à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et encore une fois, il est assez rare de croiser la même skin. On apprécie également l'absence de temps de chargement, un point qui en avait fait rager plus d'un à la sortie du 2 par exemple. Dans les points négatifs, on parlera éventuellement de l'inventaire et de son imprécision lorsqu'il s'agit de choisir une arme en particulier. Les finish moves, quant à eux, ne s'exécutent pas systématiquement. Et d'une manière générale, on a connu des prises en main plus agréables. Reste que Dead Rising 3 s'est amélioré sur l'intégralité des points qu'on pouvait reprocher aux 2 épisodes précédents, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il justifierait à lui seul l'achat d'une Xbox One ? Bah, à vous de voir, ça dépend de plein de facteurs en fait. Ouais, je sais, c'est ça ce que je fais. Moi, j'ai bien aimé Dead Rising 3. Donc, j'ai trouvé ça fun. Techniquement, c'est pas en effet exceptionnel. T'as des petits bugs à droite et à gauche. Le gameplay, on le connaît un petit peu, etc. Mais au moins, je l'ai déjà dit, mais multiples reprises dans Classé du Plus. Moi, un truc qui m'avait vraiment freiné sur les 2 volets précédents, c'est les temps de chargement. Ouais. Et là, pour le coup, ça a vraiment été résolu. Et ensuite, il y a des petits détails qui m'ont vachement plu. T'en parles un petit peu dans ta critique. C'est les zombies qui sortent de partout, quoi. Oui. Tu les vois tomber des toits, tu les vois sortir des fenêtres, des canalisations, etc. T'as des petits détails où tu sens vraiment que les mecs se sont fait plaisir. Et c'est Capcom Vancouver qui l'a développé. Et le jeu est tellement barré que tu croirais presque que c'est un jeu japonais. Donc, et ça fait plaisir. Ouais, pour le coup. Non, je me suis amusé, quoi, tout simplement. Le côté fun, très clairement, il y est. Hein. Il n'y a aucun problème. Tu t'amuses, et puis vraiment, encore une fois, ce nombre hallucinant, incalculable d'armes que tu peux choper pour te défendre, et surtout les combinaisons. Et les combinaisons au-dessus, parce que tu peux combiner des trucs déjà combinés pour obtenir des trucs de ouf. C'est quelque chose de malade. Et alors, du coup, j'en profite, tant qu'on parle de justement la dimension fun de Dead Rising 3, pour dire que donc dans les images qui illustrent ma critique, tu vois du multi évidemment, parce que tu peux faire du coop dans ce jeu-là. Et c'est quelqu'un que je connaissais pas, qui était venu ici, donc je le salue si tu regardes l'émission. C'était un français ? Non, je sais pas. Je sais pas, le mec est venu dans ma partie, puisque moi j'ai mis en mode, tu sais, tu peux choisir quand tu commences ta partie, tu te mets en mode soit complétiste. Le profil du joueur. Ouais, voilà. Soit nice and easy. Moi j'étais vraiment en mode nice and easy, tranquille, laisse-moi faire mes aventures tranquille. Et donc une personne est venue, et cette personne était stuffée comme un bâtard. Donc c'est lui qui m'a sorti et qui m'a filé du coup plein d'armes. J'étais content, j'avais pas me galérer à aller chercher les plans, je sais pas. Il m'a filé plein d'armes qui tuent. Il avait sa tenue de Megaman là. Et le mec avait sa tenue de Megaman et il faisait des trucs sympas. Il me sortait de situations un petit peu tendues. Alors que moi, tu sais, je savais pas. On communiquait pas. Donc je savais pas exactement si j'étais là. Tu fait un petit peu ton journey, mais au milieu des zombies. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, au milieu des zombies. Du coup, quand j'étais en galère, il rêvait avec une grosse moto tunée. Donc non, c'est cool. Donc je le remercie. C'était très agréable cette session avec lui. Et du coup, ça permet de montrer aux téléspectateurs de Classé 18+, tout un tas d'armes super originales.
Donc pour conclure un petit peu sur les jeux 18+ de la next-gen, donc mis à part Rise qui a une grosse déception, clairement Killzone et Dead Rising 3 sont des jeux fun, même s'ils sont loin d'être parfaits, même si c'est peut-être des jeux qu'on va peut-être oublier dans les mois qui viennent, il y aura d'autres jeux qui vont sortir sur Xbox One et PS4 qui exploiteront bien mieux les capacités techniques des machines, mais également le potentiel gameplay apporté par tous les périphériques et puis simplement l'inventivité des développeurs permise par la nouvelle puissance de ces machines. Bref, on a quand même du beau jeu, quoi. Donc ça fait plaisir, même si une nouvelle fois on conseille plutôt d'attendre encore un petit peu avant de prendre une PS4 ou une Xbox One, à moins d'être au taquet, de vouloir absolument massacrer du zombie, ce que quelque part je pourrais comprendre. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain Classique du Plus qui sera diffusé cette fois-ci en janvier. Donc on en profite pour vous souhaiter, c'est peut-être un peu tôt quand même. Je crois qu'on va attendre un peu. On attend un petit peu. En tout cas, il y aura du bonne année, du joyeux Noël, etc. Voilà. On y pense, mais il y aura peut-être, ce sera plus EXP, vous aurez l'occasion de faire. Ah, EXP, on va dire au revoir à tout le monde. Pas de manière définitive. Mais ouais, on va en profiter. Ouais, on va faire ça. On fait comme ça? Et puis on se revoit pendant les vacances de manière, vous allez voir.